Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Comme chaque mardi à midi et demi, on va vous parler évidemment de votre économie et de votre territoire par la même occasion, en recevant les décideurs, les dirigeants. Dans cette chronique, j'ai le plaisir ce mardi de recevoir Pascal Roffet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur musical de l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire. En 2014, Pascal Roffet, vous succédez à John Axelrod en devenant donc le directeur musical de plein exercice et avec l'objectif de faire évoluer, si je puis dire, l'image de l'orchestre. Qu'est-ce qu'il était temps de changer ? Vous savez, le premier objectif, d'abord, c'est de faire de la musique. C'est de travailler avec les musiciens et de diffuser ce répertoire au plus grand nombre. Et alors, à partir de cela, moi, j'ai une personnalité, j'ai des convictions. Et il est vrai que je n'ai eu de cesse, depuis mon arrivée, à essayer de faire tomber les frontières, à essayer d'abattre les barrières, parce qu'il y en a encore beaucoup de préjugés sociaux, culturels ou sociétaux, tout simplement. On a toujours l'impression que le concert est réservé à une élite de connaisseurs, alors que c'est pas du tout le cas. Et nous travaillons évidemment beaucoup à cela, à faire tomber toutes ces barrières-là, à dire voilà, venez, c'est de la beauté, elle est là pour tous. Après 4-5 ans justement, Pascal Roffet, qu'est-ce que vous diriez ? Que vous avez réussi à sortir l'orchestre de sa situation, sa posture de repli ? Est-ce que vous êtes parvenu à le désanctuariser, cet Orchestre National des Pays de la Loire ? Écoutez, c'est pas tout à fait à moi de tirer le bilan, mais je pense qu'en tout cas, nous avons beaucoup progressé dans ce domaine. Mais l'orchestre travaillait déjà beaucoup. Vous savez, les orchestres de musique classique, il faut croire qu'on vit enfermés dans nos tours d'art, dans nos tours dorés. On a une très grande conscience de cela. Et tous les orchestres travaillent intensément à ouvrir leurs portes, à abattre les frontières et à essayer de toucher le plus grand nombre. Une fois de plus, je le répète, mais c'est vraiment un dogme chez moi. Alors justement, en 2016, l'ONPL a engagé une réflexion stratégique jusqu'en 2020 pour apporter de nouvelles réponses à la baisse d'activité constatée jusqu'en 2015, mais surtout à l'érosion de la fréquentation. Comment concrètement vous avez justement trouvé des solutions pour répondre à cette baisse de fréquentation, notamment du nombre d'abonnés ? Alors, c'est pas tout à fait une baisse de fréquentation, c'est une baisse du nombre d'abonnés. Pourquoi ? Parce que la société a changé. Les gens ne s'engagent plus 1 an et demi à l'avance sur 5 dates dans l'année. C'est terminé, le modèle a changé. Donc, la billetterie est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Donc, il y a eu une baisse de nombre d'abonnés, mais les salles sont toujours pleines. Il y a du monde au concert. Mais il est vrai qu'il faut repenser le principe de l'abonnement même. Et il n'y a pas que les orchestres, vous savez, toutes les grandes structures diffusant de la culture le font parce que le mode d'engagement du public, en tout cas le mode d'achat du public a évolué. Donc nous nous sommes adaptés simplement à cela. Comme plus de 65% de votre public a plus de 60 ans, comment est-ce que vous allez chercher justement de nouveaux publics ? C'est un pari sur l'avenir. Est-ce que ça se fait notamment par les actions de médiation ou justement une politique d'action culturelle dédiée à ces publics jeunes, non initiés ou éloignés de l'offre culturelle ? Mais bien sûr, l'orchestre a une part d'action culturelle énorme. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine, sur toutes les tranches d'âge, que ce soit les petits, les plus grands ou les plus grands. Évidemment, la tranche compliquée, ce sont les 18-25, parce que ce sont ceux qui rentrent dans la vie active, qui commencent leur vie d'adulte, tout simplement. Ils sont peut-être moins disponibles. Et puis, il est vrai aussi que l'art populaire médiatisé, nous luttons à armes très inégales, parce que nous proposons un produit, mais j'aime pas ce mot-là. Nous proposons un art qui est réservé à la salle de concert, qui est réservé au spectacle vivant. Donc 2000 personnes à la fois maximum, dans un cadre live. Donc forcément, nous luttons à armes inégales contre tous les autres arts diffusés, en tout cas de musique populaire, diffusés sur tous les médias. Donc c'est normal qu'il y ait une sorte de décalage. Mais une fois de plus, les salles sont pleines. Le public, nous avons un public fidèle. Nous travaillons les jeunes publics. Donc la génération revient. D'ailleurs, au-delà de 30 ans, le public revient à l'orchestre. Vous savez, la musique, c'est comme la peinture, c'est comme l'architecture, comme la littérature. C'est accessible à tous. Et ce n'est pas complètement désespéré parce que ce n'est pas une question d'éducation forcément, ou en tout cas d'héritage, puisque vous étiez dans un milieu, vous êtes issu d'un milieu qui n'était pas du tout tourné, vous n'étiez pas naturellement tourné vers la musique au démarrage. Vous êtes bien renseigné, oui, en effet. Mais la musique classique n'est pas réservé à un public de connaisseurs. Je n'ai de cesse de le répéter. Tout le monde peut pleurer, être touché profondément. C'est-à-dire, quand je dis profondément, c'est touché jusque dans l'âme par cette musique, par ce qui est proposé. Alors évidemment, on n'a pas un choc à chaque fois. Il y a des arbitrages, il y a des choix à faire, il y a des œuvres qui vous touchent plus que d'autres, mais c'est la même chose en peinture, c'est la même chose en littérature. Pascal Roffet, comment est-ce qu'on concilie justement la qualité artistique du groupe
celle du projet également, et la bonne conduite de vos fonctions de représentation, notamment ce que vous faites aujourd'hui, auprès des élus, des partenaires, des institutions. Comment est-ce que vous conciliez ces deux temps-là? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de ne pas être assez proche de la musique et proche de votre passion finalement? Alors je vous rassure tout de suite, je suis extrêmement proche de la musique, je la pratique à longueur d'année, à longueur de temps, et je passe ma vie en voyage, je passe ma vie à proposer des concerts, donc j'ai pas de manque de ce côté-là, mais il est vrai que j'estime que quand on est directeur musical d'un orchestre, il faut être aussi au fourneau, il faut être au four et au moulin, il faut se battre pour l'orchestre, se battre pour les idées dont nous venons de parler, se battre pour simplement essayer de partager tout ce bonheur. Moi, je le vis au quotidien depuis que j'ai 12 ans, et c'est un bonheur de tous les instants. Je trouve juste dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter. Sur le plan artistique, justement, la constitution d'un comité de programmation a été validée, devrait faciliter la concertation justement au sein du syndicat, puisque l'ONPL est un syndicat. Est-ce que vous vous sentez justement suffisamment libre dans vos choix artistiques et de programmation? Je suis tout à fait libre de mes choix artistiques. J'ai voulu associer les musiciens. Vous savez, un orchestre, c'est une machine tout à fait particulière. C'est 97 musiciens qui sont des personnalités musicales fortes, parce qu'on ne rentre pas dans un orchestre comme ça. Ce sont des musiciens de très haut niveau qui ont une richesse en eux-mêmes. Vous savez, c'est pas juste un instrument sur lequel on appuie sur une touche comme un piano. Un orchestre, c'est un organisme vivant, et il me semble important de travailler en échange avec les musiciens pour construire les choses. À la fois, les choix artistiques restent les miens de A à Z. Justement, donc le syndicat, alors je voudrais qu'on revienne sur les aspects financiers également, c'est le propos notamment de cette émission. Le syndicat mixte, donc Orchestre National des Pays de la Loire, bénéficie depuis 2014 d'une situation financière plus ou moins stable, correcte, après avoir rencontré des difficultés économiques, notamment dues au désengagement progressif des financements publics. Aujourd'hui, quoi, ça veut dire que vous allez vous tourner résolument vers les entreprises ? Résolument, oui. En tout cas, la rareté d'argent public se fait sentir, mais pas seulement dans le domaine de la musique classique. Donc, il est important d'essayer de chercher d'autres moyens de subvention, de trouver de l'argent privé quelque part pour certains projets. Lorsqu'on fait une tournée, lorsqu'on prépare un disque, lorsque je passe des commandes à un compositeur, tout ce qui n'est pas, je dirais, du fonctionnement quotidien de l'orchestre, qui pour cela est pris en charge par la subvention de l'orchestre, je dirais. Mais tout ce qui est des projets particuliers, il est important de trouver de l'argent ailleurs et d'associer les entreprises. Et d'ailleurs, nous pratiquons en ce moment, ce soir même, nous jouons un concert after work symphonique où nous avons intégré parmi nous des amateurs du monde de l'entreprise qui collaborent avec l'orchestre, et c'est un succès extraordinaire. Les musiciens sont ravis de rencontrer ces amateurs et de partager le concert avec eux, et la réciproque est vraie. Bon, vous parliez justement de la relation avec les musiciens qui sont d'abord des êtres humains avant d'être des instruments. Quel type de manager vous êtes ? J'en sais rien du tout. Ils ont la réputation, les chefs d'orchestre, d'être très autoritaires. Est-ce que c'est vrai ça? Vous cassez des baguettes? C'est un reste de l'époque, Pascal. Le rapport entre le chef et les musiciens d'orchestre a énormément changé ces dernières années. Mais je pense que, d'abord, je ne suis pas manager, je suis musicien. Simplement, effectivement, je suis au front, j'allais dire. Je suis devant les musiciens toute la journée en répétition. C'est peut-être un peu la différence d'un manager qui, lui, reste parfois trop dans son bureau, peut-être. Mais en tout cas, je suis au contact avec les musiciens. Et nous avons surtout le même idéal, c'est-à-dire que nous sommes là par passion. Et c'est le plus important. Le reste, c'est un peu de la littérature. Chaque chef d'orchestre gère son humanité, je dirais, au sein de l'orchestre, comme il le peut, comme il l'est, en fonction de ce qu'il est et qui il est. Mais le rapport est beaucoup plus simple, et je dirais beaucoup plus sain qu'il y a 25 ou 30 ans, où le mythe du chef d'orchestre autoritaire était très, très puissant. Et cet idéal que vous évoquez justement, est-ce qu'il est facile de le partager avec l'équipe administrative de l'Orchestre National des Pays de la Loire? Ah ben, j'ose l'espérer. Vous savez, en tout cas, vous ne me connaissez pas bien, mais je suis pas quelqu'un qui travaille seul dans son coin. J'ai un projet, j'ai un déterminisme musical que j'espère assez fort, mais j'aime travailler à le partager avec le groupe avec qui je travaille. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Pascal Roffet, vous avez dirigé évidemment sur de nombreuses scènes internationales, Londres, Cologne, Luxembourg, Oslo, Reykjavik, je ne vais pas toutes les citer. Vous êtes allé donc partout à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer à Nantes et d'y rester un petit peu d'ailleurs, parce que vous avez donc re-signé votre contrat jusqu'en 2022? Ben c'est justement l'idée de travailler à plus long terme. Vous savez, quand on est chef invité, on vient faire un concert pendant une semaine avec l'orchestre, puis on repart. Là, c'est un projet à long terme, tant sur le plan musical que sur le plan humain. Et j'avais envie, à mon âge, je dirais, d'aboutir cette démarche-là, et j'en suis très heureux.
Pascal Roffet, directeur musical de l'Orchestre national des Pays de la Loire. Merci beaucoup d'avoir été dans nos studios. Je rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur les players et l'application MySon pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore téléchargée. En reste-t-il? J'en profiterai rapidement pour vous dire que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Gilles Canfort. Il est président d'Horatio. C'est un cabinet d'avocats dédié au droit et au contentieux des affaires. Merci pour votre fidélité. Excellente semaine. À mardi prochain.